Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour une nouvelle Daily Academy. Et particulièrement nouvelle dans son format, puisque nous sommes en direct de nos nouveaux bureaux à Neuilly-sur-Seine, pour Neuilly plus exactement, car nous venons de déménager. Alors, comme d'accoutumé, quelques mots sur Daily Management. Notre cabinet est implanté en France, à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, et à l'étranger, avec une présence en Allemagne, en Italie et en Espagne. Nous sommes également organisés en practice sectorielle, nous permettant ainsi d'adresser tous les secteurs d'activité. Alors, la Daily Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de vous, à l'instar d'Alexandre Le Nivin et Aldric Hauer, que nous allons avoir le plaisir d'écouter ce matin. Alors, Alexandre, tu es avocat associé au sein du cabinet Oxinomia. Tu conseilles depuis plus de 20 ans les dirigeants et actionnaires de groupes confrontés à une filiale en difficulté, qu'il s'agisse de redresser, de céder, de finaliser une activité ou d'organiser une sortie. Tu accompagnes également tes clients sur leurs problématiques bancaires et financières, notamment dans la relation avec leurs prêteurs. Aldric, quant à toi, tu es partenaire chez Daily Management en tant que Business Operation Director. Tu es en charge plus spécifiquement de la practice mobilité et tu es notre expert du restructuring. Alors, les dernières années ont été profondément transformées, ont transformé profondément la nature des crises auxquelles sont confrontées les entreprises industrielles et de services. Face à ces crises, ce qui différencie les entreprises et qui leur permet de se retourner, c'est la qualité de leur lecture de la situation, la vitesse de décision et leur capacité de pilotage sous contrainte. Alors, diagnostiquer, décider, agir, les clés pour piloter une entreprise en difficulté. C'est ce dont Alexandre et Aldric vont nous parler. Alors, pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions, comme d'habitude, dans la partie Q&R, en haut de votre écran, et nous y répondrons, bien évidemment, à la fin. Alexandre et Aldric, je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup, Delphine. Et puis merci de nous accorder effectivement ce temps pour parler un petit peu effectivement restructuring. Nous avons publié chez Daily Management un livre blanc sur le sujet au printemps de cette année, que nous avions lancé lors d'un événement à Nantes. Et donc, sur la base de cet exercice, il nous semble important effectivement de pouvoir intégrer ça dans notre Daily Academy. Merci de l'avoir reçu. Et nous avons l'honneur, effectivement, d'avoir Alexandre avec nous. Alors, Alexandre, pour entamer un petit peu cette discussion, voilà, Daily Management, cabinet de management de transition. Je suis un directeur général qui intègre un groupe industriel et je m'aperçois que finalement, l'entreprise ne va pas si bien que ça. Quels sont les premiers réflexes que je dois avoir finalement? Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de difficultés d'entreprise et la situation qui est décrite ici, elle est assez classique. Effectivement, le sujet va être d'identifier si ce qu'on perçoit comme un signal est quelque chose de grave ou pas. Et appelle ça dans notre jargon le signal faible ou le signal fort. On parlait plutôt de signal faible, en l'occurrence ici. Il va s'agir d'une analyse multicritère en fait, qui peut être menée au sein de l'entreprise par la direction avec l'aide effectivement du management opérationnel pour déterminer si effectivement ces signaux sont importants, suffisamment importants pour nous faire dire il y a une crise, importante ou pas, il y a une crise, ou il n'y en a pas. Et déterminer plus tard le diagnostic et les moyens de l'endiguer. Alors, il y a deux familles de signaux qu'il faut avoir bien en tête. Et d'ailleurs, le livre blanc, vous avez vraiment bien fait, il les met en avant, et c'est très intéressant. Il y a les fragilités structurelles. Ça, on connaît. Une marge qui est basse, une dépendance trop importante à un client, un modèle économique qui est daté, une absence de R&D.
ou un secteur, par exemple, forte digitalisation, et puis l'entreprise ne suit pas. Aujourd'hui, on va parler typiquement du décalage sur l'IA. Ces signaux, ils sont pas des signaux qui vont leur dire aux managers, il y a une crise, mais ils préparent. Et donc, effectivement, il faut les avoir en tête et les traiter en amont de façon à éviter de se passer après des dégradations plus importantes et des signaux qui, du coup, vont être plus alarmants, montrent une bascule. Ça va être la baisse du KPI, des retards dans les livraisons, des retards, effectivement, dans la conception de certains produits, et puis des départs de talents, très importants, les hommes clés qui s'en vont, qui se démotivent, un climat social qui va se tendre, entreprise, petite comme grande, et très vite une relation client-fournisseur qui va se durcir, les acomptes qui sont exigés, les délais de paiement qui ne sont pas tenus, et des signaux financiers qui s'accumulent. On arrive au retard de paiement, des lignes bancaires qui commencent à être des banques qui appellent, qui interrogent, parce qu'effectivement, on voit la trésorerie de l'entreprise baisser depuis des mois. Donc, on a ces signaux faibles, hein, qui peuvent être financiers, stratégiques, opérationnels, hein, dans la liste des KPI que tu as pu nous citer. Et donc, lorsqu'on constate cette dégradation, quels sont les premiers réflexes à avoir? Premier réflexe à avoir, c'est de ne pas paniquer, ça arrive. Toutes les entreprises rencontrent des situations d'évolution dans leur modèle. Il faut surtout prendre la mesure du signal et surtout de ce qu'il envoie comme information. La réaction, généralement, elle se fait souvent, dans nos dossiers, par le chiffre. Très clairement, il faut mobiliser tout le moins une petite équipe managériale chargée de bien identifier, généralement avec l'aide du DAF, ça va être souvent le manager, le DAF, éventuellement le directeur opérationnel si l'entreprise est bien évidemment, et on se met ensemble autour de table et on essaye de travailler sur les principaux indicateurs, comprendre ce qui ne va pas et de régler les sujets. Là encore, on est très en amont. Donc, vraiment, une approche souvent très financière, parce que c'est là ce qu'on blesse, et la mise en place d'indicateurs. Donc, ce sont vraiment ces signaux financiers qui sont à prendre au sérieux au démarrage, quoi. Tout à fait. Je pense qu'évidemment, les signaux opérationnels, on va les voir, ils vont avoir une incidence. Mais le point financier, souvent, c'est le haut de la baisse. C'est ce qui est le plus dur à endiguer. Donc, c'est là où il faut vraiment tout de suite mobiliser les équipes, même si le problème est opérationnel, tout de suite mettre la finance dans la boucle pour effectivement anticiper. Et là, on est très en amont et on peut trouver des solutions facilement, normalement. Et donc, lorsque on fait ces premiers constats, qu'on prend effectivement un petit peu au sérieux ces dégradations financières, de marge, de BFR, etc., on va vers qui en premier? Quel serait ton conseil? Généralement, quand on est très en amont, si on était aux États-Unis, je vous dirais, bien sûr, on va vers son avocat. C'est pas le cas. C'est pas le cas en France. On va très vite aller, vers les gens qui savent. Donc, par définition, des conseils souvent financiers, souvent des conseils en organisation, réorganisation, généralement des gens qui effectivement ont un passé, ont connu la gestion de crise. Je ne parle pas de crise grave, gestion de crise, réorganisation, le fait de pivoter et qui peut effectivement venir en appui de l'équipe existante pour les aider à peut-être prendre un peu de hauteur. Parce que quand on est dans les mains dans le cambouis, quand on est un dirigeant, on va aller vers l'avant, voilà. On est un fonceur, sauf qu'effectivement derrière, il faut aussi quand même avoir une vision un petit peu haute. Ces conseils vont avoir effectivement ils ont une approche de l'entreprise un petit peu différente, ils sont dédiés, ils sont pas dans la relation hiérarchique. Et donc, ça change tout. Ça, je pense que c'est très important et nécessaire quand on est très en amont. Après, quand la situation tend, bien évidemment, les choses sont différentes. Alors, on a connu beaucoup de dossiers ces dernières années qui sont ressortis. On a vu effectivement, par exemple, les entreprises du retail,
qui n'ont pas vu arriver effectivement la fast fashion ou qui n'ont pas su l'anticiper suffisamment. On a vu des entreprises du BTP effectivement qui sont en pleine crise avec des changements un petit peu de loi et autres, et puis une crise qui dure finalement. On a vu aussi des entreprises qui n'ont pas suffisamment investi dans la R&D, dans l'innovation, et qui se sont retrouvées en difficulté. Et puis des cas comme ça sont nombreux, on pourrait les citer, de toutes ces entreprises que l'on a pu accompagner. Et finalement, lorsqu'on arrive dans cette situation, que les signaux faibles commencent à devenir forts, finalement, c'est quoi la suite à donner? Comment est-ce que tu abordes, toi, avec tes clients, ces sujets-là? Alors, c'est là où, effectivement, souvent, pour les clients les plus affûtés, je dirais de certaine manière, ou les plus habitués, les gens qui ont traversé des crises, ils savent qu'il va falloir monter une équipe un petit peu plus structurée. Quand il s'agit de faire état d'un vrai diagnostic et derrière d'envisager des actions, eh bien, il faut étoffer l'équipe. On a déjà, effectivement, le manager, les RH, le DAF, éventuellement un conseil financier, je dis spécialisé, parce qu'évidemment, l'expert comptable traditionnel peut être un appui, mais souvent, ouais, un petit peu déçu, il n'a pas forcément la bande passante, c'est pas forcément sa ligne de venir en appui en urgence. Hein. Ça, c'est important. Là, on va avoir, bien évidemment, l'avocat qui va commencer à arriver de près ou de loin, ou de façon indirecte par des amis, des conseils, des mentors, quand on est un dirigeant d'une entreprise familiale, c'est en parler autour de soi. Et là, effectivement, il va falloir poser le diagnostic et se dire est-ce que c'est grave, docteur? Et là, j'avoue effectivement que, en tant qu'avocat spécialisé, c'est là où notre téléphone commence à sonner. Le mieux, c'est quand c'est très en amont, parce que à ce moment-là, on a des marges de manœuvre. Malheureusement, souvent, et la réalité fait qu'on est appelé beaucoup de retard. Mais en tout cas, on essaye d'acculturer les dirigeants et les managers à l'idée que non, appeler un avocat, ce n'est pas une dépense d'argent, c'est en faire gagner. Parce que plutôt l'avocat qui est en fait un peu le chef d'orchestre dans la réorganisation d'une entreprise qui ne va pas très bien, est appelé plutôt qu'on peut mettre en place les solutions. Et on va le voir en amont, c'est plus efficace. C'est plus efficace. Donc, voilà un petit peu la manière dont on se positionne. Et donc, au démarrage de cette phase de diagnostic, finalement, la question qu'on se pose, c'est la cessation des paiements. Exactement. Est-ce qu'en fait, la situation n'est pas plus obérée, plus difficile que prévu? Parce que souvent, les entreprises qui fonctionnent en perte sans même le savoir. Et ça, c'est très étonnant. L'expert comptable, il fait sa revue comptable tous les mois. Bon, on regarde la trésorerie, ça tient, on a des lignes pour terme. Bon, on tire un peu dessus, on fait du crédit fournisseur. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, on arrive dans des dossiers, on demande à quelqu'un de regarder, et puis on se rend compte qu'on n'a pas de quoi payer les factures qui arrivent avec le cash qu'on a à la banque. C'est ça l'état de cessation des paiements, tout bête. Et vous n'imaginez pas à quel point on se retrouve face à des dirigeants qui, d'un coup, réalisent qu'en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas aussi souvent parce qu'en France, on a une tradition d'entreprise qui n'a pas beaucoup de fonds propres. On ne peut pas les tirer. Mais quand il s'agit pour l'actionnaire, souvent, dirigeant, ou alors un pool d'actionnariat familial redemande de mettre un demi-million, 1 million sur la table parce qu'en fait, l'entreprise très vite, ça brûle du cash. Effectivement, le problème est là. Et ce critère de la cessation de paiement, c'est vraiment important, il est cardinal pour nous puisque toutes les procédures, parler de gros mots, les procédures qu'on peut mettre en place derrière, eh bien, elles en dépendent. Si on est en cessation des paiements, on a un choix très limité d'action. Si on n'est pas encore en cessation des paiements ou voilà, en cessation des paiements depuis moins de 45 jours, qui est un point clé, eh on peut faire des choses plus sympathiques, qui nous laissent plus de temps et qui évitent d'avoir au calice la mention procédure collective. Ça, c'est un vrai sujet pour les dirigeants. Oui, donc avant de rentrer effectivement dans une structuration de la procédure et de rentrer dans un cadre juridique, donc il y a des acteurs qui peuvent nous aider, nous accompagner, parfois méconnus. Et donc, quels sont-ils? Alors, souvent, dans ce genre de dossier, on voit beaucoup de points BPI France. France, c'est un peu quand même le bras de l'État.
BPI propose tout un tas de choses quand effectivement, souvent BPI est en lien avec des entreprises à forte croissance et entreprises qui gagnent avance plus hein, de facturage. Ça marche bien. Et BPI propose des diagnostics. Hein, donc, ils le proposent spontanément parce qu'évidemment, il faut lui envoyer un petit peu de données. Ils ont on va dire, des moyens de détecter, eux, les signaux faibles. Donc, ils vous proposent, quand BPI vous propose un diagnostic, généralement, c'est une mission très rapide d'un conseil financier hein, qui dure une dizaine de jours. Il faut l'accepter, il faut l'apprendre parce que c'est vraiment ce qui permet peut-être parfois d'identifier ces signaux. Donc, il y a ça. Il y a effectivement, quand les difficultés sont un petit peu difficile et qu'on a une dette fiscale sociale qui augmente, on appelle les CCSF, de service, où on peut effectivement aller demander du temps, déjà un échéancier. Et là, il faut être accompagné. On ne va pas voir la CCSF tout seul, parce qu'effectivement, ça implique déjà que les difficultés sont importantes. Il y a évidemment le tribunal. Alors, le tribunal, ça fait peur. Ah, mais allez voir le président du tribunal de commerce, si je vais le voir dans mon Landerneau, tout le monde va être au courant que je vais mal. Alors, bah oui, mais en même temps, si vous n'allez pas le voir, bah, vous n'aurez pas les solutions, vous n'aurez pas la boîte à outils du restructuring, et puis vous allez disparaître. Alors, aujourd'hui, en crise, hein, tout le monde le sait, c'est très difficile. Ne pas, le président d'ailleurs rappelle, soit plutôt pour les voir spontanément, je vous assure quand même, globalement, pour les gens qui font un travail formidable et qui, sur leur temps de façon bénévole, franchement rendent service et sont là pour aider les entrepreneurs et les dirigeants qui n'auraient pas le réseau nécessaire pour éventuellement nous avoir appelé en amont, puis voir le tribunal et puis ils auront toutes les informations. Et en dernier lieu, il y a bien sûr des services de l'État beaucoup plus structurés, le département, la région, ce qu'on appelle les CRP, qui font de l'aide aux entreprises en difficulté, commissaire en redressement productif. Là, ça va être pour les entreprises généralement un petit peu plus grosses quand même, 50 salariés, même s'il n'y a pas de critères. C'est à partir de là qu'on les sollicite. Pour les très grosses entreprises, on a la MIR et le CIRI, qui sont là aussi des organismes de l'État qui ne vont pas donner d'argent, mais qui vont solutionner tout un tas de difficultés, aider à trouver des accords avec des fournisseurs ou des clients où il y a des soucis, et ainsi de suite. Plein d'acteurs qui peuvent aider quand on a des difficultés, faut-il encore taper à la bonne porte. Alors, tu as évoqué effectivement, on a évoqué bon, la section des paiements, on n'y est pas encore, on est dans cette phase de diagnostic qui montre qu'il y a des acteurs hein, qui peuvent très clairement nous accompagner. Tu as évoqué le fait d'aller au tribunal, parce que le tribunal, finalement, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, on pourrait, en état de section des paiements, être estampillé procédure collective, ce qui n'est pas forcément le cas en amont, hein, puisque le tribunal peut effectivement décider de l'ouverture de procédures amiables qui sont, à ma connaissance, confidentielles. Et donc, finalement, comment tenter de rassurer peut-être nos chefs d'entreprise hein, afin de leur démontrer que bah, c'est un outil stratégique qui est tout de même beaucoup moins contraint dans cette état de gestion des paiements et qui peut totalement les aider, les accompagner, les protéger. De fait, on l'a dit, hein, la cessation des paiements, c'est critère qui permet de savoir si on bascule en procédure collective. Mais avant l'état de cessation des paiements, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, et notamment, c'est-à-dire l'amiable. L'amiable, c'est quand même ce qui est mis en avant dans la presse médiatisée, ce dont tout le monde parle, et la capacité d'aller voir la juridiction commerciale, dépend civile, d'associations et autres groupements, la juridiction commerciale et dans un cadre totalement confidentiel, et ça a été rappelé par la Cour de cassation, hein, donc je ne suis pas de là, pas rentrer dans les détails, en tout cas, et il y a des sanctions très lourdes, aller faire état de ces problèmes et demander la désignation, ce qu'on appelle un professionnel sur son entreprise, qui le plus souvent va être un administrateur très habitué à la gestion de pays, qui va venir aider le dirigeant, le management et les actionnaires. Demande, elle est faite par le président de l'entreprise, mais le dirigeant de l'entreprise. Mais en tout cas, souvent, il y a plus à trouver des solutions. Quand on est dans ce cadre, donc c'est avant la cessation des paiements ou qui est intervenue depuis moins de 45 jours, ce qu'on appelle la conciliation, je ne vais pas détailler, ce n'est pas le problème aujourd'hui. En tout cas, d'avoir un cadre amiable où le but de la mission, qui, in fine, en mandat ad hoc, hein, ça n'a pas de limite de durée, généralement c'est 6 mois renouvelable, permet de réunir tous les acteurs autour de la table sous l'égide
du tribunal, ce qui est une certaine force. Les gens, on est quand même un peu dans un climat dur avec un client, un de retard de livraison, avec un fournisseur qu'on n'a pas payé, souvent ça se tend, on ne se parle plus. Là, on réunit tout le monde dans un cadre apaisé et on trouve des solutions. Et c'est, on peut le dire, la solution aujourd'hui qui permet de sauver, puisque le taux de succès est à 75%, la majorité des entreprises qui rencontrent un écueil. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête et il ne faut pas avoir cette peur. Et toutes les entreprises qui sont passées par là disent heureusement qu'on l'a fait. On avait peut-être un peu peur au départ, mais heureusement qu'on est allé voir l'avocat, heureusement qu'on est allé effectivement accompagner notre comptable ou notre conseiller financier voir le président qui nous a reçus, qui a pris du temps et qui effectivement derrière nous a permis de trouver des solutions de 6-12 mois et des solutions qui sont pérennes. On va voir, on va rentrer dans le détail. En tout cas, souvent il suffit d'être le complément aussi traité par ceux qui est là, ne pas en avoir peur. Oui. Et donc finalement, c'est aussi cet État qui va dans le sens des créanciers, des clients, des fournisseurs, puisque on trouve autour de la table finalement des situations, des accords, on va dire, amiables, qui permettent à chacun de s'y retrouver. Et si malheureusement, à un moment donné, la situation est plus grave que celle évoquée, là, donc, on rentre réellement en état de cessation des paiements. C'est ça. Si on rentre en état de cessation des paiements, là encore, il y a des procédures. Alors, aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Il y a quelques mois, quelques années, parler de redressement judiciaire. Hein, c'est la procédure dont on parle. Je n'évoquerai pas forcément ici les cas de liquidation judiciaire, hors de l'entreprise, ce qui peut arriver. Car le redressement judiciaire, c'est le principal, puisqu'il y a un autre cas qui est la sauvegarde, en particulier très très peu en réalité. Le redressement, c'est que je suis en cessation de paiement, je ne peux plus m'en payer mes dettes, je demande un gel de mon passif, ça me permet effectivement de retrouver de l'oxygène, puisque du coup, je ne m'occupe plus des dettes et je suis juste à gérer mon point mort, en fait. C'est beaucoup plus simple pour le dirigeant. C'est une procédure qui, effectivement, est publique. Du coup, on sort de la confidentialité, mais qui donne quand même à l'entreprise pas mal d'avantages, dans la mesure, effectivement, même si d'autres parties peuvent en avoir un peu peur, elle permet de poursuivre l'activité pendant une période de 6 mois plus 6 mois, à peu près 1 an, pour trouver une sortie, c'est-à-dire un plan de remboursement des dettes, généralement sur 10 ans, une durée importante. Et donc, on arrive à trouver des solutions, généralement pour pivoter, généralement pour aussi régler un problème de dette trop important. On peut limiter le poids de la dette par certains mécanismes. Là encore, je pourrais développer, c'est pas forcément ici, place de partie affectée assez nouveau. Quand on a une dette trop importante, eh bien, on peut la limiter, on peut effectivement trouver un moyen de pérenniser l'entreprise en faisant fi un petit peu du passé, parce que quelquefois, survalorisation qui font que le marché ne suit plus, ça. Donc, le redressement judiciaire, revenu à la mode aujourd'hui, est très, très passé de mode, entre guillemets, pendant toute la période Covid, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, c'est une vraie voie à considérer. Et c'est pas parce qu'on est en redressement que tous les clients vont s'arrêter et que tous les fournisseurs vont s'arrêter. C'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde souffre, un fournisseur, il va peut-être, il va perdre un petit peu évidemment, c'est créances voitures, mais il va retrouver quand même, du jour au lendemain, dans le cadre du redressement, des commandes qui vont être payées et ainsi de suite. Et il a tous besoin de faire des. Donc, c'est un moyen qu'il ne faut pas négliger, qui nécessite encore une équipe importante pour bien préparer, bien anticiper et convaincre le tribunal qu'on a le droit à ce redressement judiciaire, qui n'est pas le droit, qui est donné dans la mesure, effectivement, où on remplit des critères. Donc, voilà, ça, c'est vrai. Alors, on a parlé de manière chronologique, effectivement, de l'avantage de faire d'analyser donc les points faibles, de faire cette phase de diagnostic, mais il arrive parfois que malheureusement on arrive un petit peu à la dernière minute, et donc que tu sois sollicité au moment où l'état de cessation des paiements elle est déjà avérée depuis longtemps. Donc ça veut dire que toute cette partie d'analyse et de diagnostic doit être réalisée dans un temps extrêmement court au démarrage de la procédure. Exactement. Il faut aller très vite. Alors,
Quand on est saisi, nous, généralement, on arrive dans des entreprises, je prends le cas classique de la PME industrielle ou service. Souvent, le problème, c'est qu'on a des entreprises qui fonctionnent, mais qui manquent terriblement d'indicateurs. Donc, tout de suite, le réflexe, c'est le fameux plan 13 semaines, c'est d'avoir un indicateur de trésorerie. On a parfois des gens qui marchent à la fenêtre et regardent tous les matins le compte bancaire. C'est pas ça, un prévisionnel de trésorerie. Il faut très vite faire un prévisionnel de trésorerie, après un prévisionnel d'exploitation, quelque chose de structuré, mais fait par quelqu'un qui, on va dire, a une vraie vision restructuration. Parce que la vision du prévisionnel, très classique, de l'expert comptable, non spécialisé, par exemple, en procédure collective ou en procédure de restructuration, elle va être un petit peu différente du conseiller financier spécialisé ou du manager qui a déjà l'expertise, qui va pouvoir avoir un regard très critique. C'est important d'avoir un regard critique sur ce qu'on va lui donner comme chiffre. Il faut, on va dire, tailler dans le gras, il faut le dire, parfois. Il faut vraiment avoir le courage de dire, un BP, par là, on avait 4-5 projets en cours de développement, on va en arrêter 2 parce qu'ils sont effectivement déficitaires à moyen terme, on n'a pas le cash flow, on les met en sommeil, on arrête, on passe à autre chose, on avance. Et toute cette phase-là, effectivement, elle est faite dans un temps assez contraint, généralement un petit mois, à partir du moment où on se met vraiment en route. Donc, il faut qu'il y ait quand même la trésorerie. Il faut quand même que l'entreprise double l'anticiper, évidemment. L'entreprise, elle est de quoi survivre à ses besoins. Normalement, c'est le cas. Effectivement, la partie des clients qui anticipent, mais parfois, on est effectivement appelé un peu tard et on court après le temps, on y arrive, mais bon, ça limite le champ des possibles en termes d'action. Donc, ce qui nous permet de courir derrière le temps, finalement, c'est le pilotage du cash. Ce que tu décrivais, c'est ça, parce qu'on fait des choix d'orientation, de démarrage de projet ou pas, de sélectionner ou pas des clients principaux, etc. Là, on est vraiment dans comment est-ce que je pilote mon cash pour avoir le temps suffisant de trouver des solutions. Et donc là, on est vraiment rentré dans l'action. Et donc, au-delà de ces restructurations, on va dire, internes, quelles sont les autres actions que l'on peut entreprendre? Oui, parce qu'effectivement, on est allé un peu loin, on va dire, dans les procédures. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il n'est pas toujours catastrophique. Effectivement, tu viens de le dire, il y a ce qu'on peut faire en interne. Il y a des restructurations qu'on peut faire en interne avec son équipe restreinte, équipe qui vont concerner généralement des problèmes de remettre du cash sur l'entreprise, peut-être se séparer d'une partie de l'effectif parce que ça ne va pas, parce qu'effectivement, on est dans une crise, aller à la conquête de nouveaux clients, développer une force commerciale, là, on pensait pas devoir le faire. Voilà. Tout ça, ça se fait. Et ce fameux exemple que j'ai vécu, donc j'arrête 3 projets sur 5 parce que ils sont déficitaires, c'est légion. Ça permet généralement cette restructuration interne assez souple. Il y a aussi un deuxième anglicisme dont on entend parler, c'est le fameux carve-out. Le carve-out, c'est quoi? C'est peut-être je suis dans une structure avec plusieurs filiales et il y en a qui performent, il y en a qui ne performent pas. Et c'est avoir un moment se poser, se dire voilà, est-ce que je n'ai pas intérêt à arrêter cette activité, l'activité de cette filiale qui n'est pas forcément mon cœur de métier, et la déplacer vers un concurrent, la déplacer vers un tiers qui saura mieux la gérer. In fine, c'est une vente. Mais ce n'est pas une vente d'une entreprise performante, c'est une vente d'une filiale dite sous-performante. On appelle ça le carve-out. On creuse dans la taille de l'entreprise pour enlever effectivement cette filiale qui ne fonctionne pas et faire en sorte qu'elle fonctionne en fait ailleurs. Ça nécessite un travail, c'est une grosse partie aussi de notre activité, puisqu'il faut isoler la filiale, c'est-à-dire qu'il faut la rendre autonome. Son petit management, son organigramme, on sort des flux de trésor parce qu'évidemment, souvent, c'est très intriqué. Et derrière, on fait un process de vente sur un marché, pas un process de vente traditionnel où on va faire un beauty contest et faire monter les enchères. Évidemment, là, on va essayer de trouver quelqu'un. Et donc, encore une fois, il y a des spécialistes, des conseillers en M&A spécialisés dans ce genre de vente, ce qu'on appelle en distress, qui vont pouvoir, auprès d'acteurs, généralement que l'entreprise connaît, souvent des concurrents, souvent des gens qui ont pu à un moment s'intéresser à mobiliser les ressources et dire, voilà, cette entreprise,
cette filiale, hein, elle a un intérêt, faites-nous une proposition. Généralement, c'est assez bien pris par les concurrents et souvent, on arrive à sortir des dossiers assez vite. Pas forcément à des prix négatifs, comme on l'a entendu, c'est-à-dire en fait 1 euro et puis le vendeur est obligé de donner un petit peu d'argent, mais quelquefois à des prix positifs. J'ai eu l'exemple récemment sur une entreprise dans le domaine de l'archivage. Très bien, ça s'est très bien passé et tout le monde au final est content. Il y a l'entreprise de l'archivage qui a récupéré une boîte de l'archivage et l'entreprise qui se cédait, c'est pas son cœur de métier, elle a produit son activité dans le numérique. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais, donc ça, c'est quelque chose. Ouais, donc on peut avoir finalement des entreprises qui ont bien fonctionné avec ces filiales qui étaient stratégiques pour elles, hein, et puis un petit peu les changements hein, de contexte ont finalement prolongé une dégradation de ces filiales. Et à un moment donné, il faut effectivement être capable donc, de les sortir, effectivement du groupe pour sauver finalement ce qui peut l'être. Tout à fait, exactement. Tu as parfaitement résumé le point de ce sujet de Carl. Un autre outil possible, hein, et souvent utilisé également dans ce genre de procédure, c'est… Alors, on y revient, c'était effectivement ce sujet de mandat ad hoc, mais pour un cas très très classique qui est la renégociation de la dette. Parce que le plus souvent, on va avoir un sujet, on a vu hein, dans nos dossiers, on a une entreprise qui a été rachetée par un LBO qui a été généralement survalorisé et on se retrouve avec un énorme sujet, c'est-à-dire qu'au bout de la 2e, 3e, 4e année, le marché qui devait faire ça, et ben en fait, il devait être on va dire, très bonne augmentation de l'EBA, on rencontre actuellement une période de crise, on le voit, et du coup, il y a une tension qui fait qu'on ne peut plus rembourser les échéances du hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on parle d'entreprises dont le business model évolue, mais qui sont fondamentalement saines. C'est juste qu'elles ne dégagent pas assez de cash pour rembourser la dette. Et là, il faut effectivement, là encore, rentrer dans des procédures qu'on a évoquées, c'est-à-dire souvent un mandat ad hoc pour ça premier temps, réunir tout le monde autour de la table, notamment donc les prêteurs, et leur dire, c'est pas possible, il faut revoir l'équilibre économique de l'opération. Il va falloir que vous abandonniez ou restructurez. Ça, c'est assez usuel. Et on retrouve, parce que c'est possible, le mandat ad hoc, ça va réunir dans une table avec cet administrateur judiciaire et en ad et qui peut effectivement trouver des solutions avec des acteurs qui généralement sont parfaitement au courant du procès, un peu à la chaîne, et qui permettent de trouver des solutions, on va dire, ce qu'on appelle nous le amend en externe, c'est-à-dire qu'on avait un dit, on l'étend la durée, hein, tout simplement, on étend la durée, en partant du principe que demain, ça ira mieux. Donc, on donne de l'air à l'entreprise. Alors, souvent, ce sont, on va dire, les périodes les plus complexes hein, dans cette phase-là, parce qu'elles nécessitent des négociations fortes, lourdes, avec tout un tas d'acteurs autour de la table. Hein. Bien entendu, il y a les financiers dans cette partie, mais il y a aussi tous les autres acteurs de la procédure collective, hein, au-delà des avocats en structuring. Finalement, c'est quoi le jeu d'acteurs? Quelles sont les positions finalement que sont tenues par les uns les autres et quelles sont les solutions, on va dire, les plus amiables possibles, y compris en procédure collective, que l'on peut trouver afin de réduire cette dette. Donc, on a parlé donc, il y a les avocats en structuring, il y a l'administrateur judiciaire. Hein. Exactement. Dans cet écosystème, on va trouver toujours les mêmes acteurs. On a l'administrateur judiciaire, l'haute autorité, pouvoir qui est donné au tribunal du dossier, l'avocat restructuré, bien évidemment, souvent doublé d'un avocat en droit social de restructuring, parce que souvent des sujets sociaux, il ne faut pas oublier dans ces affaires. Puis après, on a les conseils financiers, hein, c'est-à-dire les auditeurs indépendants qui vont devoir produire une analyse de l'entreprise. L'entreprise, elle a beau avoir son expert comptable, les acteurs du monde bancaire, des fonds d'investissement et autres, aiment bien avoir ce qu'on appelle un IBR, l'Independent Business Review, cette revue, cette photo de l'entreprise prise à un instant T, et derrière, on découle des scénarios, des BP et donc des espoirs plus ou moins d'ailleurs positifs,
permettent de se dire, ben voilà, avec cette exception, on a effectivement une augmentation, mettons par exemple, de 5% du CA, ben, qu'est-ce que ça donne en termes de remboursement de dette? Ben, on va dire 10%, qu'est-ce que ça donne, et ainsi de suite. Donc, ça, cet acteur est très important. Il va être autour de la table, cet acteur financier, parce qu'on est vraiment sur des sujets financiers là, qui sont à prendre en compte. Donc, c'est globalement ces acteurs-là qu'on va trouver. Et en face, on a les partenaires bancaires, hein, qui sont très, très importants. Les affaires spéciales, hein, c'est pas un gros mot, ce sont juste des gens qui, au sein des banques, sont habitués à être vos interlocuteurs. Voilà généralement comment se construit le panel des gens dans le cas d'une renégociation de dette dans nos dossiers. Donc là, on est vraiment dans une structuration lourde à ce moment-là, qui doivent conduire finalement à, idéalement, plan de continuation ou plan de cession. Alors, attention, là, on était sur l'amiable. On ne se méprenne pas, on était effectivement sur l'amiable. Donc, ça veut dire qu'on est en mandat ad hoc, en conciliation. Le but, c'est d'avoir effectivement un plan qui va donner un butant. Mais on est hors procédure collective. On est vraiment dans la phase confidentielle. Le seul moment où le marché va être au courant de ce qui se passe, c'est quand, généralement, à la fin de la négociation, on va arriver à un accord et les banques, généralement, demandent que cet accord soit homologué. Et donc, ça veut dire qu'il y aura une petite trace, quand même, effectivement, il y aura une sorte de déconfidentialisation de la problématique, mais l'accord est trouvé. Donc, ça, ce sera très bien. Après, effectivement, quand on est en procédure de redressement judiciaire, ce qui est le cas le plus évident, le plus extrême dont on parlera aujourd'hui, en redressement judiciaire, effectivement, tu as cette voie, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on a essayé de restructurer pendant quelques mois, et qu'on va avoir le plan de dissimulation, remboursement de dette suffisante, ou effectivement le plan de cession, qui est ce qui est le plus difficile. Mais en tout cas, parfois, on n'a pas le choix. Et donc, lorsqu'on n'a pas le choix, justement, hein, qu'on arrive dans ces situations, j'imagine que tu as peut-être un ou deux exemples à nous donner finalement de ce qui aura permis de sauver l'entreprise, hein, peut-être dans une configuration vraiment différente de celle qu'elle était au départ. Tout à fait. Un exemple que je peux donner effectivement sur un cas lourd, c'est une belle PME familiale qui fait 40 millions de chiffre d'affaires, qui est confrontée à la perte d'un client. Ça, c'est vraiment un cas très traditionnel. Ça représente par exemple généralement 30-35% du chiffre d'affaires. On ne peut pas faire face à ça quand on est effectivement une entreprise. On ne peut pas se permettre de perdre un client comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, il faut en passer par une procédure de redressement parce qu'il va falloir du temps pour remobiliser une force commerciale, pivoter, changer de stratégie. Et ça, effectivement, on a accompagné un client dans cette logique. On a obtenu effectivement la confiance des autres clients, des autres fournisseurs auxquels on a expliqué la situation. Mais on n'avait pas le choix de se mettre en redressement parce qu'évidemment, quand on perdait 30% de notre chiffre d'affaires, c'est énorme. Donc, du coup, on a gelé le passif, on a réduit les coûts, on a profité pour faire quelques départs organisés, un PSE, et on a développé une bonne force commerciale, on a recruté par contre effectivement des commerciaux, on est reparti au charbon, et ça c'était 6 mois où le diagnostic, 6 mois où on était de la force commerciale, et les 6 derniers mois, puisqu'on a obtenu une extension, eh bien on a prouvé construit un plan de remboursement des dettes qu'on a fait adopter par le tribunal, et on a étalé les dettes sur 8 ans, en l'occurrence, pour se laisser un petit peu moins cher, on peut aller jusqu'à 10, et 8, ça suffit, et permettre à l'entreprise de se restructurer. C'est-à-dire que l'entreprise l'a mieux prévu, puisque évidemment, avec cette force commerciale, là, quand on met les moyens, on retrouve des clients, et on pense qu'on arrivera à terminer ce plan finalement en 4 ans au lieu de 8. Donc c'est une belle histoire. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc, on ressent bien que finalement, la plus-value que peut apporter un avocat en structuring tel que toi, c'est vraiment dans ces phases amiables où on va quand même rester, avoir les moyens et les leviers nécessaires, on va dire, dans l'intérêt finalement de l'entreprise, de l'actionnaire, hein, et puis de ses clients, de ses créanciers, etc. Alors que si on bascule finalement en procédure collective, en redressement judiciaire, dans ces cas-là, on tombe dans des situations où on a un calendrier juridique qui nous contraint beaucoup plus. Et on perd un peu le contrôle. Il
faut le dire, le rôle de l'avocat existe très prégnant en amiable, parce que c'est vraiment le chef d'orchestre. Il existe bien sûr en relation judiciaire, il y a beaucoup de choses à faire. On pourra en parler longuement, mais en tout cas, c'est clair que c'est plus l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal qui va prendre le lead, qui va aider les dirigeants. Le dirigeant, c'est un relation judiciaire, il ne peut plus faire un paiement. Il peut régler ses paiements, c'est quand même assez long. Et donc, nous, on va arriver. C'est vrai qu'on n'est pas assez contraint et on perd. Je pense que c'est vrai qu'en relation judiciaire, on perd un petit peu le lead parfois. C'est l'impression. C'est pas totalement mal, quand même à la tête de son entreprise, mais il sera sous contrôle. Donc, évitons-le. Et donc, tu as, on parle beaucoup, hein, effectivement, de l'apport de la procédure, de l'avocat, etc., mais le quotidien se poursuit. Et donc, c'est quoi un petit peu la plus-value, finalement, d'un avocat en structuring dans cette phase-là? Je pense que c'est surtout d'être pour le dirigeant en place, qui doit, lui, faire tourner la boutique d'une certaine manière et s'occuper des clients, des fournisseurs, essayer de au maximum le soulager de tout un tas de gestion administrative du process, lui expliquer aussi les forces, les faiblesses et les risques de ces procédures, et au quotidien, de faire des points d'étape, parce que c'est quasiment quotidien dans ces dossiers, et de le rassurer, surtout, que lui puisse, avec ses équipes, bien sûr, bâtir le plan de sortie très rapidement, et nous, gérer un peu les alarmes qui sonnent un peu dans tous les sens, calmer aider à calmer les clients, aider à calmer les fournisseurs, faire le lien avec l'administrateur. Voilà. Nous, on est vraiment le tampon entre le dirigeant et tous ces acteurs multiples, lourds, qui prennent du temps. Donc, ce sont des dossiers très chronophages pour l'avocat, mais aussi pour les autres acteurs, notamment les conseillers financiers. Comme le dirigeant, lui, les journées ne font que 24 heures. Donc, effectivement, s'il n'a pas cette aide, s'il ne délègue pas à l'avocat et derrière un ruissellement aux autres, il ne pourra pas y arriver. De toute façon, rester seul, c'est l'échec. Ça, c'est indéniable, on l'a vu dans plein de cas. Et j'ai attendu, je pensais que ça allait mieux demain. Non, ça n'ira pas mieux demain, c'est grave. Donc, ce qui va faire pencher la balance, hein, le point de bascule, c'est vraiment la trésorerie, hein, entre déclaration, la cession des paiements ou pas. Qui décide au final de ce point de bascule? Ça va être l'actionnaire, les créanciers, principalement, hein, et leur bonne volonté à vouloir régler les litiges un petit peu à l'amiable ou le règlement de dette et toutes les solutions que tu as évoquées. Mais combien de temps ça coûte? Le temps est variable et dépendra de la procédure, bien évidemment, qu'on va mettre en place. Si on parle des procédures normées que nous on connaît, je ne parlerai pas ici de la restructuration d'entreprise, on va dire, saine, avec des sujets opérationnels à régler. Ça durerait plusieurs mois sur le plan à mettre en place. Ça, limite, je ne sais pas fait. Si on parle d'un mandat ad hoc, généralement, un mandat ad hoc va durer entre 8 et 12 mois. Avec ou sans conciliation, c'est une procédure qui peut compliquer le mot, mais il faut être vraiment déjà en difficulté. C'est pas le cas ici. En tout cas, 8 à 12 mois, un redressement, ça va être à peu près la même chose, 12 à 18 mois. Si on parle du mandat ad hoc, bien effectivement de dire que c'est une procédure qui est coûteuse, on ne peut pas dire le contraire, ce serait faux. Il faut un conseil financier. Financier, ça va coûter vite 40 à 50 000 euros pour un rapport. Et je parle de chiffres, je suis honnête. Je pense qu'il faut être transparent. Un avocat, ça va être généralement un peu mensuel. 4-5 000 euros par mois, parce qu'effectivement, il y a du travail pour une petite PME. Je ne parle pas effectivement des grands groupes, c'est beaucoup plus important. Et là, il faut des équipes, il faut effectivement consacrer quasiment parfois un collaborateur qui bosse à plein temps sur la gestion de l'entreprise, c'est normal. Et puis, effectivement, vous avez derrière frais du mandataire ad hoc, frais du conciliateur, ce qu'il y en a. Et puis, des frais inhérents au fait que pour avoir tel ou tel acteur qu'on va devoir appeler un peu à la rescousse, au-delà, pratiquement, du manager de transition, bien sûr, spécialisé en restructuré, qui peut intervenir à l'appui du dirigeant qui, lui, n'a plus le temps et où il a besoin d'une équipe pour faire la restructuring et une équipe pour faire le commercial toute la journée. Ça, c'est à peu près les coûts pour un mandat ad hoc en redressement judiciaire. Un petit peu identique, puisqu'on devra aussi faire une analyse financière, on va aussi avoir un avocat qui est là tous les jours, peut-être un petit peu moindre en termes de suivi journalier, puisque évidemment, il y a un administrateur qui fait le travail, mais le coût de l'administrateur sera supérieur. Donc, il y a quand même un coût à prévoir, plusieurs centaines de milliers d'euros, il faut être conscient de cela. Mais en même temps, c'est souvent parce qu'il y a eu un problème au départ qu'on n'a pas vu,
Et on rattrape le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et donc, si on veut aller vite et trouver une solution, parfois, il faut investir. Et en même temps, cet investissement, généralement, nos clients sont très contents au bout du bout de l'avoir fait parce qu'ils s'en sortent. Alors qu'autrement, on dit, c'est la fin de l'aventure. C'est quand même assez dommage, surtout dans les PME familiales. Quand tout l'investissement d'une génération, c'est dans l'entreprise, si on perd tout, en tant qu'actionnaire, on perd tout. Donc, il ne faut pas négliger tout cela. Et donc, idéalement, à quel moment doit-on préparer un retournement? À quel moment doit-on anticiper et quels sont les outils à nos dispositions? Je pense que je reviendrai au sujet de cash généralement, hein, au-delà des problèmes organisationnels, opérationnels, du sujet des classements par rapport aux concurrents, qui sont différents. Quand on voit qu'on a une baisse de la marge, notamment c'est la marge par rapport aux autres acteurs du secteur, on voit que sa marge commence à être impactée. Quand on voit qu'on a des retours sur la trésorerie qui baisse, on la voit baisser, il faut des indicateurs, il faut absolument que les dirigeants aient des indicateurs sérieux. Là, il faut commencer à s'inquiéter, il faut se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Si c'est structurel, je peux faire quelque chose. Si c'est conjoncturel, c'est plus difficile. La conjoncturelle est là, mais je vais devoir adapter mon organisation. Et je pense que c'est là où il va y avoir, effectivement, c'est de ne pas attendre, en tout cas, que la vague arrive et on dire, tout le monde souffre, ok, et je fais rien. Non. Il y a ceux qui, aujourd'hui, se réorganisent très profondément, en période de crise, qui vont très bien et qui se réorganisent. C'est ceux-là qui, demain, vont exister. Ça, et donc, en conclusion, si on devait avoir une seule idée à retenir, l'idée à retenir, c'est vraiment l'anticipation. Je pense que c'est vraiment le mot-clé que tout le monde doit retenir. Et si effectivement, en tant que manager de transition, vous arrivez dans un groupe ou dans une filiale, vous sentez qu'il y a un problème, tout de suite, lever le drapeau rouge, tout de suite dire il y a un problème. Souvent, il est connu, parfois enterré. Et il faut pas, je pense que c'est l'indépendance qui est clé, de dire là, il y a un problème, vous le saviez pas, en tout cas, moi je le pointe et j'agis. Merci Alexandre, merci Aldric. Alors, nous avons pas mal de commentaires, mais également des questions. Je laisse donc la parole à Maëlle. Oui, merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Aldric. Alors, le premier commentaire, la première question d'ailleurs qu'on a, c'est 7000 procédures amiables pour 70 000 procédures collectives, cela ne choque personne. Non, non, alors je vais répondre, Alex, si tu permets, ça choque personne. Pourquoi? Parce que la mort d'une entreprise, c'est normal. Il y a des entreprises qui se créent, elles vivent, elles meurent. Un concept, ça existe à un moment, et puis ça disparaît, et il faut bien faire le ménage. Il faut savoir que quand on parle de 70 000 procédures, 95% de liquidation judiciaire de toutes petites entreprises. On parle des auto-entrepreneurs, des toutes petites entreprises. Donc, il ne faut pas se dire que c'est 70 000 entreprises de 50 employés qui… Non, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup de micro-entreprises, de petites entreprises qui végètent depuis déjà très longtemps. C'est de l'ordre du nettoyage naturel. Par contre, effectivement, la part d'entreprises qui ne sont pas des toutes petites et qui tombent est en augmentation. Et donc de plus de 20, plus de 50, plus de 100 employés. Celle-là, elle augmente mécaniquement depuis au moins 24 mois. Et ça, c'est un signal inquiétant. Donc, non, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui meurent n'est pas un problème parce qu'on en a créé beaucoup depuis la phase Covid. On se targue en France d'être un pays où il y a beaucoup de création d'entreprises. Mais si on crée beaucoup d'entreprises, il faut accepter qu'il y en ait aussi beaucoup qui meurent. Parce qu'encore une fois, je crée un concept et puis je suis salarié, je crée un concept et puis finalement, ça ne marche pas. Bon, je retourne à l'entreprise. Ça, c'est hyper fréquent. Donc, attention avec les chiffres et attention aux effets d'annonce. C'est vrai qu'on est sur un niveau haut, mais qui est aussi avec l'augmentation de la population, l'augmentation de l'initiative, tous les plans mis en place par le gouvernement pour aider la création d'entreprises, c'est normal aussi. Et des évolutions technologiques. Ça, qui transforme. Là, on voit bien que les plus grosses entreprises au monde aujourd'hui n'existaient pas il y a 20 ans. Et voilà. Donc, ça fait partie effectivement du cycle normal. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui est quel intérêt pour l'écosystème qui travaille sur les procédures collectives de faire de la prévention très en amont? Voilà, on a essayé d'y répondre effectivement pendant ce webinaire. Agir ou intervenir en amont, c'est disposer de leviers, que ce soit cash, parce qu'évidemment, quand on est très en amont, on a encore
entreprise qui tourne, qui a de l'argent pour payer un ensemble de prestataires, pour éventuellement payer aussi un plan social, parce que ça coûte cher, on n'en a pas parlé du social, mais c'est un vrai sujet, et il faut parfois passer par là. C'est aussi avoir des marges de manœuvre vis-à-vis des différents acteurs, clients ou fournisseurs, pour discuter. Donc, je pense que c'est vraiment la clé, et ça a toujours été d'ailleurs, et on est tous très honnêtes, plus on anticipe, plus on visualise le problème, plus on prend de la hauteur, plus on est en mesure de le traiter. Alors que quand on est confronté à un mur, l'urgence de la dette, c'est-à-dire je ne peux pas payer les salaires à la fin du mois, en fait, c'est trop tard. Alors, là, il y a une réponse qui est revenue sur la question précédente. Du coup, je me permets de revenir sur la question sur les 7000 procédures amiables contre, pour 70 000 procédures collectives. Alors, on nous dit, ma question n'était pas le nombre, mais plutôt le ratio entre 7000 et 70 000. Alors, je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse supplémentaire. Non, mais tout à fait. Mais les types d'entreprises, elles n'ont absolument pas d'argent pour payer un prestataire, ne serait-ce qu'un avocat ou personne. Et de toute façon, elles n'ont pas vocation à perdurer. L'amiable, c'est pour une entreprise qui a vocation à perdurer. Or, une entreprise qui, de toute façon, consubstantiellement, elle n'a plus d'intérêt, elle n'a plus d'objet social, elle meurt. C'est normal. Et ce qui est tragique, c'est qu'on soit obligé d'en passer par une liquidation judiciaire, alors même qu'on devrait avoir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs ces dernières années. Il y a beaucoup de liquidations amiables. Sauf qu'en France, c'est assez facile de faire des liquidations judiciaires. Les liquidations amiables, vous êtes obligé de payer le créancier, alors qu'une liquidation judiciaire, vous ne payez personne. Donc, effectivement, c'est assez facile. Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut avoir comme impact, notamment les dirigeants, en termes de responsabilité et autres. C'est un sujet avec qu'on pourrait aborder, parce que la responsabilité du dirigeant qui a fait faillite, la première fois, généralement, ça va. S'il y a une deuxième fois, ça devient plus compliqué. Attention à ça. Et dès la première fois, vous êtes de toute façon marqué. Oui, on ne va pas le dire trop fort, un petit peu moins, mais j'avoue qu'effectivement, faire faillite, c'est jamais bien. Donc, mieux vaut faire une bonne liquidation amiable. Ça s'organise là aussi. Donc, en gros, pour revenir à ce que disait Alexandre, 90% des procédures collectives sont sur des micro-entreprises, des artisans ou le restaurateur du coin, le boulanger du coin. Et souvent, effectivement, il n'y a pas de procédure amiable possible, mais c'est souvent une liquidation directe. Donc, quand vous avez 90% des 70 000 entreprises qui sont liquidées, il reste finalement une bonne part pour les autres entreprises qui sont plus importantes pour un règlement amiable. Merci beaucoup. Alors, une autre question qu'on a, comment devient-on mandataire ad hoc ou conciliateur? Votre cabinet joue-t-il ce rôle dans la conciliation amiable? Alors, pas en France, effectivement. À l'étranger, les avocats peuvent être ce qu'on appelle insolvency practitioners, c'est-à-dire ils peuvent avoir ce rôle d'administrateur judiciaire qui donc peut faire le rôle de mandataire ad hoc conciliateur. C'est vrai qu'il y a un sujet, c'est un vrai sujet. Traditionnellement, les mandataires ad hoc et conciliateurs sont donc désignés par les présidents de juridiction, étaient des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires qui sont au nombre de 400, qui sont vraiment des gens qui passent un diplôme, qui ont une très grosse formation, c'est très sélectif. Depuis quelques années, on a vu poindre des acteurs alternatifs, puisque le texte ne précise pas que les mandataires ad hoc et les conciliateurs doivent être des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires, qui sont des professionnels, souvent dirigeants, anciens dirigeants, ayant eu des expériences dans le structuring et qui se font mandater, j'ai un ou deux exemples en tête, par les tribunaux, par le président, qui ont été faire un petit peu leur lobbying, entre guillemets, qui sont connus et qui rendent effectivement ce service. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait se développer. Il faudrait qu'il y ait, peut-être une organisation de ces professionnels qui ne sont pas des professionnels administrateurs judiciaires ou judiciaires. En tout cas, c'est possible. On peut, alors, le devenir, entre guillemets, c'est, je pense, montrer patte blanche, c'est d'avoir, à mon avis, au moins une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu de la restructuration d'entreprise et du restructuring. Je pense que c'est généralement ce qu'on voit chez ces professionnels, souvent des anciens dirigeants de groupes de filiales qui ont restructuré. Et donc, ils peuvent être désignés de façon, je vous le dire, aujourd'hui assez exceptionnelle par les présidents de juridiction. Mais ça pourrait se développer, effectivement. C'est un sujet. Merci beaucoup. Alors, on a encore quelques questions, on a encore un peu de temps.
Quand on rentre en procédure collective et pas encore en cessation de paiement dans la procédure de sauvegarde, est-ce que des erreurs de gestion récurrentes sont observées? Stock, achat ou vente très important, délai de facturation client, délai de paiement. Alors, on n'a pas parlé effectivement de cette procédure, la procédure de sauvegarde, c'est une procédure assez particulière, il y en a très peu en France, elle est très technique, utilisée généralement, là vraiment par les avocats en structuring très spécialisés, dans des cas, il y a le plus souvent d'ailleurs d'entreprises assez grosses. C'est-à-dire qu'il faut être dans une situation de quasi-cessation des paiements, mais il n'y a pas encore en cessation des paiements. C'est une procédure qui est donc officielle, hein, qui est publique, mais qui permet de restructurer sa dette, généralement sa dette. Beaucoup sur des sujets de dette, des sauvegardes. Et bien évidemment, oui, on va s'intéresser en sauvegarde à ce qui a été fait et je ne sais pas quel est l'objet derrière la question. En tout cas, en sauvegarde, on va analyser le passé, bien sûr. On va surtout s'occuper de l'avenir, je peux le dire. Donc, oui, on peut avoir des sujets de télétraitement. Oui, on peut avoir des sujets qui nous amènent des problèmes des fournisseurs, des problèmes des clients qui nous amènent en sauvegarde. Souvent, on utilisera quand même plutôt la sauvegarde pour une problématique très financière, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu régler, en fait, à l'amiable avec ses créanciers. Et on va beaucoup entendre parler aujourd'hui de sauvegarde qui vont donner lieu derrière à des procédures, on va dire, de réduction de la dette par une procédure spécifique qui s'appelle les classes de parties affectées. On va beaucoup avoir cette duo, ces dix. Et là, on rentre dans quelque chose de très technique, mais en sauvegarde, c'est une procédure collective classique au final. Donc, effectivement, tous les indicateurs qu'on a pu voir avant, on les retrouve et toutes les sources de responsabilité, potentiellement, on les retrouve derrière. Pas de sujet par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, on a également une question qui est le premier conseil à donner est de maîtriser la gestion du cash. Comment imposer des formations en amont aux dirigeants pour éviter une situation compliquée et coûteuse en redressement? Moi, je suis tout à fait en phase avec ça. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, un dirigeant, il n'y a pas de permis de diriger l'entreprise, qui potentiellement est un sujet. On sait que la CCI offre des formations, offre ou d'ailleurs plus ou moins payantes, ça peut arriver, des formations pour les gens qui veulent devenir dirigeants. Il y a plusieurs autres. En tout cas, ce qui est clair, c'est que évidemment, le pilotage du cash, c'est pas inné. Quand on est dans une petite entreprise, je pense qu'il faut beaucoup appuyer sur l'aide de l'expert comptable, parce que je pense que là, il y a peut-être aussi un travail à faire. Certes, le dirigeant doit être sensibilisé, son expert comptable doit effectivement le sensibiliser. Aujourd'hui, on a peut-être un détachement de l'expert comptable qui fait juste son travail, mais qui pourrait peut-être proposer un peu plus. Et les experts comptables sont des gens qui font un travail aussi exceptionnel aux côtés des dirigeants. Je pense qu'ils pourraient aider largement à la création de ces modules de formation. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, comment le faire? Ça, c'est peut-être à un niveau politique, c'est peut-être des sujets CPME, MEDEF, parce qu'effectivement, ou filière, pour évidemment réunir les dirigeants d'une filière, les aider, les former, notamment les jeunes dirigeants. On a la CJT, les centres des jeunes dirigeants, qui fait aussi ce travail de formation. Donc, il y a plein de moyens d'être formé. Ce n'est pas obligatoire. Il y a plein de moyens de l'être. Si un dirigeant, effectivement, il veut se former, il peut. La question aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en France, ce n'est pas obligatoire. Alors, souvent, on ne le fait pas. Non, et puis, en fait, ce que dit Alexandre, là, c'est qu'il faut savoir s'encadrer, en fait, des bonnes personnes. Et c'est là, on n'est pas un dirigeant d'entreprise, c'est pas le dieu absolu. Il est arrivé à ce niveau-là parce que il a des qualités qui lui ont permis de les avoir, mais il n'a pas forcément toutes les qualités intrinsèques. Et donc, c'est là où il faut savoir se faire encadrer, entourer et accompagner par finalement les fonctions sur lesquelles il pourrait être en déficit. Il faut investir. Et je pense que le gros problème qu'on peut avoir chez notamment beaucoup de clients qui sont des ingénieurs, des gens fantastiques qui créent des choses extraordinaires et qui sont dirigeants d'entreprise. Mais derrière, effectivement, le problème, c'est d'être bien accompagné, d'avoir un bon expert comptable, de ne pas rechigner sur le fait d'être conseillé, notamment par un avocat, pour rédiger ses statuts, pour rédiger ses contrats.
bannir, je le dis, bannir les solutions de facilité d'IA ou Internet trop facile. Non, hein, les statuts, ça se rédige pas en 5 minutes sur Internet, je pense que c'est faux. C'est horrible de voir, nous, ce qui se passe après sur quand il y a les conflits entre actionnaires. Hein. Et celui qui a la bonne idée qui se fait manger par celui qui n'a pas forcément la bonne idée et qui, au contraire, a vu la bonne idée et qui a imposé des statuts. Faites très attention sur les premières étapes juridiques de la création de l'entreprise et même après, quand l'entreprise évolue, grossit, parce qu'évidemment, il faut adapter cet encadrement et parfois changer de prestataire. Bah, l'avocat du début, c'est pas forcément l'avocat du milieu ni de la fin. Et là, c'est pareil pour l'expert comptable, c'est pareil pour effectivement les conseils qui sont autour, c'est pas des conseils à